JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Cette phrase de Gabriel Attal n'est pas passée inaperçue lors de son discours de politique générale. Alors serait-ce donc ça, le réarmement civique? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Comment mieux accompagner les élèves malvoyants au lendemain de la journée internationale du braille? Eh bien, on en discutera avec le président de la Fédération des aveugles de France. Dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur l'évolution du salaire des professeurs, trop ou pas assez payés, mythe ou réalité. Eh bien, on verra tout ça avec lui tout à l'heure. Mais avant cela, place à l'actualité du jour avec Loïc Landreau. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. En cette journée de prévention du suicide, on commence avec cette étude publiée par Santé publique France et les chiffres sont assez durs. Les pensées suicidaires ont doublé en 10 ans chez les jeunes, les 18-24 ans. En 2014, ils étaient 3,4% à déclarer avoir déjà pensé à mettre fin à leur jour. En 2024, ils sont 7,2%. Depuis 2017 également, les tentatives de suicide ont augmenté de 60%, des chiffres en forte hausse, particulièrement chez les jeunes filles. En cause, notamment le confinement qui a enfermé les jeunes avec leurs idées noires, mais aussi les réseaux sociaux. L'algorithme de TikTok notamment est régulièrement pointé du doigt, puisqu'il vous propose en fait des dizaines de vidéos sur le même sujet dès qu'il a compris qu'il s'agissait de votre centre d'intérêt du moment. Écoutez le témoignage de Madeleine sur RMC. Aujourd'hui, elle est étudiante à Sciences Po. Elle a fait une tentative de suicide en 2020. TikTok, l'algorithme, tu regardes une vidéo et puis on te propose que ça. Donc moi c'est simple, j'avais que des vidéos de meufs en HP, de gens en dépression. T'es dans le TikTok dépressif. Je me réconfortais, je me disais ah mais je suis pas la seule. Bah tu te retrouves un peu dans une boucle infernale quoi. Gabriel Attal a déclaré vouloir se saisir de ce sujet. Il souhaite simplifier l'accès à un accompagnement psychologique. Alors le suicide, c'est le drame qui a touché la famille de la jeune Lindsay. C'était en mai 2023. Elle avait 13 ans et elle était harcelée depuis de longues semaines dans son collège malgré les alertes au principal de l'établissement et à l'académie de Lille. Et bien 9 mois après la perte de leur fille, les parents de Lindsay crient à nouveau leur colère. Plusieurs comptes anonymes continuent d'insulter la jeune fille sur les réseaux sociaux. 2 vidéos ont même été mises en ligne la semaine dernière et s'en prennent ouvertement à la famille. Il faut savoir que dans cette affaire, 4 adolescentes ont été mises en garde à vue. Une plainte a été déposée contre le principal du collège, une autre contre l'académie de Lille qui n'a pas pris en compte les alertes et également une plainte contre les policiers qui avaient ce dossier en charge et qui n'ont pas donné suite à l'enquête après les premiers signalements. Mais voilà, la mère de Lindsay n'a aucune nouvelle de l'état d'avancement de ces procédures. Et elle souhaite donc lancer une plainte collective pour faire avancer les choses. En fait, elle lance un grand appel à tous les parents dont les enfants sont victimes de harcèlement en ligne à la rejoindre pour peser davantage en termes juridiques. La mère de Lindsay souhaite poursuivre TikTok et Instagram pour leur inaction chronique face à ce fléau. Elle entend leur demander 50 000 € par enfant harcelé, donc multiplié par les milliers de plaintes qu'elle compte rassembler. Sur un tout autre sujet maintenant, un appel à la grève a été lancé pour demain mardi. Après la mobilisation du 1er février dernier, l'intersyndicale souhaite maintenir la pression sur le gouvernement et les revendications sont claires. Oui au choc des salaires, non au choc des savoirs. Sur le volet des rémunérations, le communiqué précise que les mesures prises ne permettent pas un rattrapage des pertes de ces dernières années. Le pacte n'est pas de la revalorisation, mais une charge de travail supplémentaire et une attaque contre notre statut. Quant au choc des savoirs annoncé, vous le savez, par l'ancien ministre de l'Éducation Gabriel Attal, les syndicats précisent que le choc des savoirs dessine les contours d'une école passéiste et conservatrice à travers les groupes de niveau. C'est l'école du tri social qui se met en place. Nous n'avons pas choisi ce métier pour trier les élèves, mettre à l'écart les élèves les plus en difficulté, voire même les élèves en situation de handicap ou allophones. On va écouter Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur cette mobilisation.
La priorité, c'est des augmentations de salaire et c'est une revalorisation des conditions de travail et puis d'avoir des négociations sur ce qui est annoncé par le gouvernement et ce qui ne convient pas du tout à la communauté éducative, à savoir ce choc des savoirs qui est en contradiction avec la déontologie d'un certain nombre d'enseignants. Aujourd'hui, c'est cette conception-là qui pose problème puisqu'on a une ministre qui porte le séparatisme social dans ses choix personnels mais aussi dans ses choix collectifs puisque on a des révélations comme quoi elle intervient pour défendre des établissements privés, qu'elle a aussi joué pour empêcher que les rapports d'inspection sur Stanislas ne sortent et qu'elle minimise le scandale de ce qui se passe à Stanislas, etc. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les frais et il faut pouvoir dire non, je ne peux pas faire le job et laisser quelqu'une d'autre jouer le rôle de ministre. Il y a besoin d'avoir un ou une vraie ministre de l'Éducation nationale. Et pendant ce temps, l'Élysée devrait rapidement annoncer la suite de la composition du gouvernement. 15 ministres délégués et secrétaires d'État devraient rejoindre l'équipe de Gabriel Attal. Et selon les dernières informations de nos confrères de RTL, Amélie Oudéa-Castéra resterait au ministère de l'Éducation nationale malgré toutes les polémiques. Notre confrère William Galibert, journaliste politique justement sur RTL, affirme, je le cite, « Matignon est effaré par ses débuts. Gabriel Attal ne voulait pas d'elle à ce poste. L'Élysée, qui a imposé son nom, a des sueurs froides chaque fois qu'elle est devant un micro. Et pourtant, c'est aussi compliqué de la virer que de la garder. » L'expérimentation de la tenue unique à l'école, également dans l'actualité aujourd'hui, avec des premiers revers au sein même de certains établissements. C'est le cas à Marseille et au Mans, par exemple. Des collégiens et lycéens ont été invités à voter pour ou contre cette expérimentation via le logiciel Pronote. Eh bien, les résultats sont sans appel. 66% contre dans la cité phocéenne, 78% d'opposition dans la Sarthe. Conséquence directe, eh bien, les directeurs de ces établissements ont suspendu leur participation. Et c'est maintenant au département de trouver d'autres volontaires avant la fin de l'appel à manifestation d'intérêt. C'est le 15 février prochain. Et on termine avec cette commune de Seine-et-Marne qui vient de voter pour l'interdiction du smartphone dans l'espace public. Principalement devant les écoles, les commerces et dans les parcs. Ça se passe à Seine-Port, c'est près de Melun. Les habitants ont voté à 54% pour restreindre l'usage des téléphones portables. Le maire de la ville, Vincent-Paul Petit, explique notamment qu'il souhaite que devant les écoles, les parents comme les enfants puissent se parler sans avoir le nez sur leur téléphone et qu'il s'agit d'une mesure de santé publique à l'heure, bien sûr, on le sait, où les écrans envahissent de plus en plus le quotidien des plus jeunes. Et il rappelle néanmoins qu'aucune loi ne prévoit de sanctions en cas de non-respect de cette charte. Donc il s'agira plus d'une prise de conscience citoyenne plus que d'une obligation légale. Merci beaucoup Loïc. Autorité, respect, responsabilité, des mots qui conviennent au discours de politique générale formulé par le Premier ministre Gabriel Attal la semaine dernière, annonçant notamment des travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs fauteurs de troubles de moins de 16 ans. Eh bien, de quoi acter le début de ce que le gouvernement appelle le réarmement civique. On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Arnaud de Saint-Rémy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, président de la commission droits de l'enfant au Conseil national des barreaux, dit CNB. Et Sylvain Bec, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éducateur spécialisé, docteur en sociologie et formateur en travail social à Paris. Sacré boulot quand même, hein? On peut dire ça. Ouais. Alors, le choix du mot, réarmement civique, réarmement surtout, parce que civique, ça, tout va bien. A priori, un avocat ne me dira pas le contraire. Tout va bien. Mais réarmement, c'est quand même pas innocent. Est-ce que, pour vous, il est significatif d'une alliance assez claire vers la droite? Arnaud de Saint-Rémy. Alors, je ne vais pas faire de politique sur ce sujet-là, parce que, bon, c'est vrai que le Conseil national des barreaux est une instance représentative et un peu politique des avocats. Moi, je serais plutôt partisan de retenir une évolution de ce qui est dit dans le domaine de l'éducatif. Si le réarmement civique, pas physique, mais civique, c'est de faire de l'éducatif, alors on va être d'accord avec ce réarmement civique. Mais j'ai un peu de mal avec le terme réarmement. C'est ça, les deux mots vont ensemble, réarmement et éducatif. Il y a un côté un petit peu belliqueux. Éventuellement renforcement, éventuellement sensibilisation sur la sphère de la justice, du civisme et de la vie en société. Je dis OK. Sylvain Bec, est-ce que cela vous fait réagir, réarmement comme terme? Parce que c'est fait pour, a priori. Hein. Si le choix a été fait, c'est qu'il a une incitation.
Oui, alors peut-être une incitation à faire réagir, à souligner aussi, moi je parlerais même de contradiction en fait dans les termes entre réarmement et civique qui est autour des questions de citoyenneté, d'éducation. Et moi pour ma part je suis éducateur depuis des années, aujourd'hui je suis formateur, enseignant. Si je suis fait de l'éducation, c'est justement pour ne pas faire la guerre. Ou disons autrement, parce qu'il y a toujours une dimension politique à l'éducation, certes, mais c'est faire la guerre par d'autres moyens, et notamment par l'éducation. On pourrait dire aussi que le réarmement, c'est pas pour faire la guerre, mais disons c'est pour s'armer justement de manière à ce que la guerre n'arrive pas. Si je prends la défense côté gouvernement, disons que c'est une façon de dire l'autorité doit revenir. Est-ce que cela vous choque, Sylvain Bec ? Si la question, c'est dans ces cas-là, ne pas faire la guerre, c'est faire de la diplomatie. Dans les relations internationales, dans ces cas-là, on met les moyens pour faire de la diplomatie. Et pourquoi pas faire de la diplomatie intranationale, à l'intérieur des frontières nationales. Ça peut être une idée qui peut être à développer autour justement, mais dans ces cas-là, il y a déjà tout un alors je vais reprendre ce terme, si on peut jouer sur les mots, un arsenal en fait de dispositifs éducatifs citoyens, de participation citoyenne. Donc il y a déjà des choses qui existent. Je ne sais pas si la rhétorique guerrière est indispensable dans ces cas-là. Il se murmure que l'équipe de Gabriel Attal cherchait un marqueur fort pour son discours de politique générale. Alors comme il l'avait fait pour l'interdiction de l'abaya quelques mois plus tôt, pour son entrée à l'éducation, et bien là, pour son entrée donc en tant que Premier ministre, et bien il a choisi aussi ces termes-là, réarmement. Est-ce que c'est une façon de poser aussi ces marques et de poser le côté un peu autoritaire, selon vous, Arnaud Sarini ? Très clairement, il y a un côté un peu reprise en main, un peu de fermeté vis-à-vis des jeunes et des jeunes qui poseraient des difficultés. Moi, ce que je regrette dans le discours de politique générale du Premier ministre, c'est que le terme protection de l'enfance n'est pas employé. On n'a pas de protection de l'enfance. Et puis, ce que je regrette également, on l'a écrit au Premier ministre, c'est que avant nous avions un secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance qui était attaché au Premier ministre. Et là, manifestement, depuis le décret du 24 janvier dernier qui fixe les attributions au ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité, ce seraient des attributions qui lui seraient dévolues. Donc il y a une forme de dégradation. Si on est un peu en mode dégradé vis-à-vis de la protection de l'enfance, je suis un peu inquiet. Et avec les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, on aurait souhaité qu'il y ait un ministre délégué à la protection de l'enfance, parce que il y a dans la situation de l'enfance délinquante ou de l'enfance en danger, à la fois un aspect répressif, et c'est ce que vous appelez le réarmement civique, mais surtout un aspect éducatif. Ça ne servira à rien d'être dans la répression absolue, alors que je peux vous assurer, les juridictions peuvent prononcer facilement des peines. On a un taux d'enfermement avec de l'emprisonnement qui est relativement stable, voire même un peu en augmentation. Et donc, moi, j'ai pas le sentiment que dans les tribunaux, il y a une forme de laxisme, pas du tout. En revanche, ce qu'il faut, c'est davantage d'éducatifs, donc davantage de moyens. Il y a peut-être de nouvelles nominations à venir au sein du gouvernement. Est-ce que vous pensez justement que cette question va être prise en compte ? Et est-ce que vous pensez aussi, si je développe jusqu'au bout votre pensée, que vraiment, dans une question donc assez autoritaire et pas de protection ? Parce que certes, il n'a pas employé les mots, mais il a mis quand même en place beaucoup de mesures sur la protection des enfants. Est-ce que, alors, c'est une question que je vous pose. Oui, alors est-ce qu'on envisage le travail d'intérêt éducatif comme une mesure éducative ? Si c'est une mesure éducative, pas grand-chose de très nouveau, puisque dans le code de justice pénale des mineurs que chacun peut lire, il existe déjà des mesures éducatives judiciaires, avec des modules d'insertion, des modules d'insertion... De stage, de réparation. De stage, de réparation. Ouais. C'est le fameux « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ». Ça existe déjà. Et il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place par les juges des enfants, par les tribunaux pour enfants. Moi, je serais intéressé de savoir en quoi consiste le travail d'intérêt éducatif. Est-ce que c'est pour aller encore plus loin que ce que le Code de justice pénale des mineurs n'est pas allé sur le forme de travail d'intérêt général pour les mineurs de 13 à 16 ans ? Peut-être. Il faut savoir que le travail d'intérêt général peut être prononcé pour des mineurs de 13 à 16 ans lorsqu'ils ont 16 ans. C'est-à-dire que au moment de la décision, lorsque la décision est prise, le juge peut
décider d'un travail d'intérêt général pour une infraction qui a été commise pour un mineur de 13 à 16 ans. Et oui, parce qu'on parle effectivement de travail quand même. Et c'est la problématique. C'est-à-dire qu'on est censé pouvoir travailler à l'âge de 16 ans, pas avant. Est-ce que ça vous a fait réagir aussi, Sylvain Bec ? Oui, tout à fait, pour ces raisons-là. Le travail, c'est pas pour les moins de 16 ans. Donc la question, c'est qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être du travail gratuit ? Est-ce que ça va être un soutien aux associations et aux collectivités territoriales ? On pourrait s'en... Mais ça existe déjà, non ? Mais ça existe déjà. Oui. Moi, ce que j'interroge aussi, je crois, dans la lignée de mon interlocuteur, c'est la question des moyens. Comment est-ce qu'on va accompagner sur un plan éducatif ? Et quand je dis accompagner, c'est prendre le temps d'instaurer une relation avec les jeunes, mais aussi avec leur environnement, leur famille. Est-ce qu'on va travailler aussi dans une approche globale, en fait, sur la parentalité, sur ce qui a conduit ces jeunes à passer à l'acte ? Oui, ces jeunes qui ont passé à l'acte. Je vais revenir juste sur des chiffres quand même que j'ai regardé de plus près. Au moment des émeutes, suite à la mort de Nahel, 1180 mineurs avaient été identifiés par la justice comme auteurs d'infractions lors des émeutes. C'est ce qui était indiqué par la chancellerie. Parmi eux, 40% étaient âgés de 13 à 15 ans. En écrasante majorité, c'est des garçons. Je tiens à le préciser quand même. Est-ce une urgence à laquelle aussi il fallait s'atteler ? C'est-à-dire qu'en fait, cette situation, effectivement, un peu bancale des 13-16 ans. Et là, je m'adresse effectivement à l'avocat, parce que nous, on est un peu perdus, j'avoue. Oui, alors, d'abord, effectivement, vous avez raison de rappeler que la majeure partie de l'enfance délinquante est celle de fait de garçons. Beaucoup moins les filles, en très faible proportion. Même si il y a une tendance à une petite augmentation malgré tout. Il faut aussi quand même rappeler que plus de 50%, presque 53% de l'enfance délinquante est le fait de mineurs qui ont entre 16 et 18 ans. 30% représentent simplement les 13-16 ans. Donc il y a peut-être une réponse spécifique à un phénomène qui a été les émeutes récentes telles que vous les avez envisagées, mais toute la question est de savoir qu'est-ce que l'on met en place. Et moi je suis, une fois encore, le travail d'intérêt éducatif, pourquoi pas, mais dans quel délai ça va être mis en application ? Une fois encore, tu casses, tu répares, on a l'impression que c'est du temps réel, c'est idéal. C'est telle boutique a été fracturée, telle voiture a été dédommagée, a été endommagée, et il faut la réparer tout de suite. Sauf que il faut un encadrement. Et alors, quand on sait que le délai moyen de traitement des travaux d'intérêt généraux pour les majeurs, c'est 13 mois, ce sont les statistiques de la chancellerie, je m'interroge avec les moyens donnés aux éducateurs, dans quel délai véritablement ces travaux d'intérêt éducatif vont pouvoir être mis en place. Est-ce que ça va être à bref délai ? Très bien, mais ça veut dire consacrer des personnels et des moyens nécessaires. Et j'ajoute, pour en terminer, parce que c'est fondamental, c'est avec quelles entreprises ou quelles collectivités publiques on va faire ces travaux d'intérêt éducatif. J'allais y venir. Effectivement, c'est très compliqué pour effectivement les 16-18 ans déjà de trouver une entreprise qui accepte de les prendre. Donc pour les plus jeunes, encore plus. Je reviens à votre, situation, à votre travail précisément, car il est essentiel pour nos jeunes éducateurs. C'est ce qui est le plus important. Évidemment, avec les enseignants et tout le personnel éducatif, mais c'est vraiment essentiel pour nos jeunes de pouvoir réussir à grandir, à être accompagnés tout au long de leurs études, évidemment, grâce à vous et à tous vos collaborateurs. Comment vous réagissez justement quand vous voyez une mesure qui devient du coup judiciaire et non plus éducative, si je peux me permettre ? Merci de souligner que c'est effectivement des métiers essentiels. Oui. Je pense qu'il faut le rappeler encore. Moi, j'interrogerais aussi qu'est-ce qui a été fait, quels moyens on met en amont, en fait, justement, de ce passage à l'acte. Quand on connaît la situation des clubs de prévention spécialisés, avec des soupçons de complaisance avec les jeunes de quartier, depuis la loi de 2007, en fait, qui a aussi affaibli les moyens d'action des clubs de Prèves, des clubs de Prèves qui ont fermé dans certains départements. Donc il y a quand même cette question-là aussi. C'est la prévention spécialisée. Au départ, il y a une mission de prévention de la délinquance. Mais qu'est-ce qu'on y trouve dans un club de prévention ? Des éducateurs spécialisés qui sont formés pour faire de la présence sociale, ce qu'on appelle de la présence sociale dans les quartiers. Donc c'est aussi, il y a ce côté proximité et contenance en fait. C'est aussi, parce que la question c'est
qui, aujourd'hui, contient la rage des jeunes. Les jeunes sont en colère, ils sont en rage. Ça, on le savait. Donc, il y a eu des émeutes, il y a eu un événement déclencheur qui fait qu'il y a eu des émeutes. Mais enfin, ça fait des années que les sociologues qui parlent des violences urbaines, des quartiers populaires, voilà, ils ont dit qu'il y avait des alertes, en fait, des avertisseurs. Donc, voilà, et on sait faire. On sait faire de la prévention sociale. On sait, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, est-ce qu'on laisse la marge de manœuvre à ces équipes de prévention spécialisées pour faire leur travail de présence sociale avec des moyens corrects justement pour travailler sur le territoire avec l'éducation nationale aussi, avec les services sociaux, avec tous les services de police, avec l'ensemble des acteurs en fait sur le territoire. C'est pas une façon de vous soulager finalement aussi que de dire à un moment on propose cette mesure de travail d'intérêt éducatif pour pouvoir punir, je reprends encore les termes, ce ne sont évidemment pas les miens, mais du Premier ministre. J'aurais envie de dire, il faudrait soulager en amont. En prévention, et c'est pas forcément dans le sens de soulager, mais plus de vraiment cette idée de contenir. Mais on ne contiendra pas seul. C'est une équipe de prévention spécialisée, par exemple de 5 ou 10 éducateurs sur un quartier de plusieurs milliers d'habitants, il ne va pas contenir tous les jeunes du quartier. Oui, mais soulager, moi je veux bien, très bien, mais il faut mettre des moyens en regard, parce que, une fois encore, on va créer quelque chose qui existe déjà. Clairement, voilà, faut pas... Alors, ça existait déjà, mais excusez-moi, parce que c'est précis, j'ai un avocat en face de moi, j'en profite. On est bien d'accord que maintenant, ça va relever donc du ministère de la Justice et plus du ministère de l'Éducation. Non, mais attendez. C'est ma question. Non. Pardon. Non. Dans le ministère de l'Éducation, vous avez les dispositions de l'article R511-13 du Code de l'Éducation qui prévoit un certain nombre de sanctions, notamment la sanction de responsabilisation, ce qu'on appelle le module de responsabilisation, avec aussi, dans le secteur éducatif associatif, des interventions. Là, le travail d'intérêt éducatif, tel que je l'ai entendu du Premier ministre, c'est considéré comme une peine, comme une sanction. Donc, si c'est une peine, c'est prononcé par un juge. Donc, si c'est prononcé par un juge, c'est à l'issue d'une procédure. Mais il faut savoir que les mesures éducatives judiciaires provisoires, elles peuvent être prononcées dès le stade du défèrement. C'est-à-dire que vous avez un jeune qui a été placé en garde à vue, qui est déféré devant le procureur de la République. Le procureur de la République peut, dans les 10 jours à 3 mois, décider d'une mesure éducative judiciaire provisoire, qui a exactement les mêmes effets que le travail d'intérêt éducatif, avec un module d'insertion, un module de stage, un module de réparation, le cas échéant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Moi, je veux bien que ce soit nouveau à partir du moment où on vient dire ça va concerner les jeunes de 13 à 16 ans. D'accord, mais là encore, je m'interroge sur le point de savoir en quoi va consister ce travail d'intérêt éducatif. J'ai entendu Matignon, dans une annonce récente, dire ça va consister dans une rescolarisation, ça va consister à refaire un travail civique. On évoquait le réarmement civique tout à l'heure, et ça va, une sensibilisation aux affaires de la justice, et ça va consister, pourquoi pas, aussi à des formations sur la culture de la vie en soi. Très bien, mais une fois encore, moi je me pose la question, qu'est-ce que l'on met en regard de ce dispositif comme moyen ? Parce que ça ne va pas du tout soulager les éducateurs s'il n'y a pas de moyens supplémentaires. Pas du tout, ça va être une mesure supplémentaire qui va concerner une population différente, les 13-16 ans, avec un dispositif qui ne va pas forcément être très efficace au regard du nombre. Savez-vous combien il y a de TIG en France pour les mineurs Travaux d'intérêt généraux. Travaux d'intérêt généraux pour les mineurs de 16 à 18 ans. Un chiffre ? Quoi ? Environ 3000. 3000. Okay. C'est pas énorme au regard du nombre de travail d'intérêt généraux qui existent pour les majeurs. On est aux alentours de 20 000. La question, c'est, une fois encore, et dans quel délai ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 mois, donc ça ne va pas être du temps réel. Donc là, on parlait de punition, parce que c'est le terme, employons les mots tels qu'ils sont, pour les jeunes, effectivement, les 13-16 ans. Gabriel Attal a évoqué aussi la semaine dernière la fameuse punition, mais pour les parents maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi, on appelle ça les parents démissionnaires ou totalement démissionnaires, pour prendre les mots requis. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mesure aussi à l'encontre des parents ? Sylvain Bec. C'est le renvoi de la responsabilité sur les parents. Bon, c'est un peu une rengaine, j'ai envie de dire, et puis mais qui
pose la question du rôle de l'État, de justement, en termes alors à la fois de soutien à la parentalité, parce que il y a des parents quand même, et ces parents, ils ont besoin de soutien en fait, ils n'ont pas besoin d'être punis ou ils ont besoin d'être soutenus. Alors il a dit effectivement pour les parents, par exemple, pour les familles mères seules, effectivement, il serait plutôt en soutien plutôt qu'en condamnation. J'ai entendu le garde des Sceaux effectivement parler de cet exemple de la femme de ménage qui travaille le soir et qui se retrouve un peu toute seule. Bon, votre collègue qui était sur le plateau lui avait rappelé que toutes les mamans femmes de ménage n'avaient pas des enfants qui étaient délinquants. Non, mais simplement, là encore ça existe. Là encore, ça existe. Il y a un délit qui est la soustraction des parents à leurs obligations parentales. C'est un délit. Ce qui expose le parent qui est défaillant à une sanction devant le tribunal correctionnel. En tant qu'avocat, je suis déjà intervenu au soutien des intérêts de mineurs dont les parents ont été complètement défaillants. Et l'échelle de sanction de peine qui peut être prononcée contre ces parents, c'est précisément du travail d'intérêt général. Mais dans l'esprit de notre... Quelle est la différence, pardon, alors je la comprends pas. Je me pose la question, dans l'esprit du Premier ministre, est-ce que c'est d'imposer un travail d'intérêt général alors même qu'il n'y aurait pas de poursuite pénale spécifique dirigée contre les parents? Et là, je me pose vraiment la question, parce que supposons que c'est un enfant délinquant qui est poursuivi, et donc on va mettre un travail d'intérêt général ou un travail d'intérêt éducatif pour le mineur, puis en plus de ça, un travail d'intérêt général pour le parent, sauf qu'il n'est pas poursuivi pénalement. Or, il y a un principe dans le code de procédure pénale, c'est pas de peine si la loi ne prévoit pas. Donc, je me pose la question de savoir si on peut être responsable pénalement pour autrui. La réponse est non. Responsabilité civile, oui. Ça n'empêchera pas que le parent soit responsable civilement des bêtises faites par le mineur, mais il faudrait juste appliquer les dispositifs légaux tels qu'ils existent, c'est-à-dire engager des poursuites à l'encontre de parents qui sont défaillants. Mais je rejoins totalement ce qui a été dit par votre intervenant ici, à condition que ce soit des parents défaillants. Si ce sont des parents qui sont juste complètement pris par une situation et ils sont sans soutien, à ce moment-là, la seule solution, c'est l'assistance éducative. Oui, mais alors comment le déterminer? Parce que c'est un peu la double peine quand même. Enfin, souvent, quand les enfants effectivement vont pas très bien, on sait souvent que les parents aussi ont du mal. C'est compliqué. On le voit, la société va pas très bien. C'est très difficile de finir ses fins de mois. Enfin, je veux vais pas faire du misérabilisme, mais je veux dire, c'est quand même la situation de beaucoup de Français. Donc, j'aimerais votre réaction, Sylvain Bec, à cela. Oui, donc quand on parle de soutien à la parentalité, c'est pas seulement le soutien matériel et financier. C'est une dimension importante, mais c'est aussi le lien en fait entre le parent et l'enfant. C'est toute la dimension affective. C'est le travail avec l'environnement, avec le reste de la famille, avec les voisins. En fait, c'est ça, quand on travaille en milieu ouvert, notamment en accompagnement éducatif en milieu ouvert, on va avoir une approche, ce qu'on appelle systémique, globale, de l'enfant dans son environnement social. Et c'est là où on va chercher justement aussi des ressources, des personnes ressources, ça peut être des tiers dignes de confiance, ça peut être... voilà, c'est aussi ça en fait, et encore une fois, ça demande des moyens. Pourquoi ça demande des moyens? Parce que ça demande du temps. Thibaut Poirot, qui est professeur d'histoire-géographie, signait une tribune dans Le Monde le mois dernier disant que la crise traversée équivalait à enseigner le civisme à l'heure de l'incivisme et que les élèves ne sont que le reflet du monde adulte. Est-ce que c'est pas un sentiment général aussi qui se profile, où on est tous en train d'essayer de se trouver un moyen de se rattacher aux branches, de donner de l'autorité parce que ce serait peut-être une volonté de la part des Français naissantes de vouloir plus d'autoritarisme, ou est-ce que finalement on essaie de trouver d'autres solutions qui se raccrochent, enfin, voilà. Je ne suis pas certain qu'une fois encore, l'autorité soit la réponse, la meilleure réponse à ce phénomène-là. Il y a effectivement des pertes de repères. Il y a aussi des jeunes qui retrouvent sur les réseaux sociaux d'autres types de repères qui sont particulièrement dangereux et il faut les alerter là-dessus. On en discutait tout à l'heure. Parfois, le discours de l'enseignant est remis en cause parce que l'élève, il a pu lire sur les réseaux sociaux quelque chose de différent. Alors, donc on est challengé
Et je pense que la difficulté aussi de l'école, c'est de se remettre en question par rapport à ce changement de paradigme. Bon, je pense que là, ils s'en mettent en question, les pauvres. Oui. Je pense que les enseignants et tout le personnel éducatif, là, tout ce qu'ils vivent, je pense qu'on est au maximum. D'ailleurs, Gabriel Attal a réaffirmé, en réponse à ce que vous venez de dire, je ne peux pas me résoudre à ce que certains professeurs craignent d'aborder certains chapitres du programme. À la moindre entorse à notre pacte républicain, il doit y avoir des décisions fortes et des sanctions fermes. Est-ce que ce n'est pas une volonté générale aussi des Français, ça, de se dire à un moment, il faut qu'on puisse continuer à enseigner des périodes de l'histoire normalement. Il faut qu'il puisse ne pas y avoir intrusion des parents dans les programmes scolaires. Quel est votre sentiment, les sentiments des éducateurs aujourd'hui? Je pose la question, je ne donne pas mon avis, encore une fois. Oui, et je vais donner mon regard, en fait, surtout sur ces sujets-là, alors avec un angle sociologique, en fait. Quand on parle d'autorité en sociologie, on parle aussi de légitimité et d'institution. C'est-à-dire, à un moment donné, moi j'ai l'impression que les éducateurs ou les enseignants, il y a un poids qu'ils portent sur effectivement des contenus et ça interroge le soutien de l'institution dans leur façon aussi d'enseigner, de faire leur pédagogie. C'est aussi comment c'est porté institutionnellement et ce qui fait autorité, c'est l'institution. Alors ça fait depuis plus de 20 ans maintenant qu'un sociologue comme François Dubet a parlé du déclin de l'institution. J'aurais envie de dire qu'on en voit aussi les résultats. Les conséquences. Voilà, il y a une perte de légitimité des institutions. On en parlait effectivement de ces jeunes qui vont vérifier finalement le savoir du prof parce qu'il y a une perte de confiance aussi dans ce qui peut être transmis. Ça demande de bouleverser la pédagogie. Moi, je le vis aussi en tant que formateur en travail social. On est plutôt sur des pédagogies actives, participatives, donc c'est une manière de s'approprier aussi ces évolutions par rapport aux jeunes, mais c'est loin d'être généralisé. C'est républicain en tout cas. C'est républicain et démocratique. Ça l'est, oui, tout à fait. Merci à tous les deux. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre parce que le temps est imparti, mais vous savez bien que j'aimerais bien discuter pendant des heures de cette mesure, cette nouvelle idée qui est le réarmement civique proposé, demandé, instauré par notre Premier ministre Gabriel Attal. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. C'est un plaisir. Arnaud Saint-Rémy, avocat président de la commission droits de l'enfant au CNB, Conseil national des barreaux, et Sylvain Bec, éducateur spécialisé, docteur en sociologie et formateur en travail social à Paris. Merci. Merci à vous deux. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation, 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision en France. Alors qu'est-ce qui est mis en place dans les écoles pour accompagner au mieux les élèves? Où en est la recherche? Le gouvernement met-il assez de choses en place pour faciliter leur quotidien? On va en parler ensemble sur le plateau. On est avec Loïc, également Bruno Gendron. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération des aveugles de France. Merci d'être sur ce plateau. Sans faire de mauvais jeu de mots, pardon, mais j'aimerais comprendre, est-ce que la situation des aveugles en France est invisibilisée? Elle est en effet invisibilisée, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, vous l'avez dit, 1,7 million de personnes aveugles et malvoyantes. Et les personnes aveugles et malvoyantes, souvent on ne les voit pas. Il n'y a par exemple pas aujourd'hui de texte spécifique à la déficience visuelle, alors qu'il y a des besoins réels spécifiques, des besoins aussi de professionnels pour accompagner les personnes déficientes visuelles. Donc oui, il y a une forme d'invisibilité. Alors, on fait en sorte d'être plus visible, mais c'est pas encore gagné. Et pourquoi vous n'êtes pas écouté ou entendu ou vu, comme vous dites? Quel est votre sentiment? C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois, effectivement, on partage votre situation, mais finalement, on ne met pas les moyens? C'est-à-dire qu'on est statistiquement minoritaire. 1,7 million sur la population française, on est minoritaire. Il y a par ailleurs, quand même, il faut en être conscient, le fait qu'il y a une augmentation des personnes aveugles et malvoyantes. Dans les 30 ans qui viennent, l'OMS parle de 50% de personnes aveugles et malvoyantes en plus. Donc il y a aujourd'hui une vraie nécessité à prendre en compte la question de la déficience visuelle de façon plus claire et avec une dimension politique forte pour que justement les personnes puissent répondre à leurs besoins. Et j'ai tendance à penser que lorsqu'on
on a une politique claire en direction des personnes déficientes visuelles, eh bien, ça peut aussi servir à l'ensemble de la population pour un certain nombre de choses, évidemment. Bien sûr. Oui. Il y a eu un précurseur au 19e siècle, c'est Valentin Haüy, qui a été le premier pédagogue en fait à se soucier des enfants aveugles et malvoyants, et qui a été le premier aussi à mettre en place une pédagogie pour eux. À quel moment dans notre histoire, finalement, votre prise en charge s'est arrêtée, selon vous? À quel moment vous avez senti qu'on n'avançait plus? En fait, alors il y a eu effectivement les avancées de Valentin Haüy. Il y a eu évidemment le Louis Braille qui lui a succédé et qui a inventé le braille avec une version officielle en 1825. Et puis après, il y a eu quand même quelques grandes lois sur le handicap de façon générale, qui sont des lois importantes. Je pense à la loi de 75 et à la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances et de la citoyenneté. Ce qui, pour la Fédération des aveugles de France, évidemment, est un mot qui porte beaucoup, puisque on parle de la citoyenneté, ça nous regarde. En fait, il y a eu une difficulté au moment où, en 2005, on a voulu, à juste raison sans doute, globaliser le handicap. Souvent, on en fait une notion globale, alors qu'il y a des catégories de handicap, je dirais même des situations de handicap qui sont très fortes, et il faut aller jusqu'à prendre en compte, j'allais dire, les spécificités de chaque type de handicap. Bien sûr, le président de la Fédération des aveugles de France, il défend la personne aveugle et malvoyante, mais d'autres de mes collègues pourraient défendre d'autres catégories. Je pense que la déficience auditive, elle n'est pas tellement mieux reconnue aujourd'hui en France. Et non, malheureusement. Sachez quand même que seuls 10% des sites internet sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. 6% des livres sont adaptés à l'usage des aveugles et des malvoyants. Sur 500 films qui sortent au cinéma chaque année, seulement 100 sont en audio-description. 4% seulement des émissions de télévision sont audio décrites. D'ailleurs, on se le dit même à nous-mêmes, il faut qu'on le fasse. Je vais parler des enfants qui sont donc à l'école. Près de 10 000 personnes aveugles sont scolarisées chaque année, ainsi qu'environ 35 000 personnes. Alors, on appelle ça, je crois, amblyope, c'est-à-dire qu'on voit mal, c'est ça? C'est du malvoyant, pour faire simple. Exactement. On appelle ça l'œil fainéant ou paresseux aussi. Est-ce que ces enfants sont bien accompagnés à l'école? Alors, j'allais dire, ils sont inégalement bien accompagnés. Il y a des accompagnements qui sont prévus notamment par les établissements sociaux et médico-sociaux, et on en compte un certain nombre au sein de la Fédération des aveugles de France. Et dans ce cas-là, ils sont plutôt bien accompagnés. Il y a très clairement, et on s'en est ému aux différents ministres de l'Éducation nationale, un manque cruel d'enseignants spécialisés. Parce que aujourd'hui, pour qu'un enfant aille à l'école de son quartier, il faut quand même pouvoir mettre en accessibilité, par exemple, des cartes de géographie, par exemple, pouvoir apprendre à la personne aveugle ou malvoyante qui en a besoin l'écriture braille. Autre exemple, pouvoir apprendre à la personne aveugle ou malvoyante l'usage des outils numériques. Et donc, on a un nombre insuffisant d'enseignants spécialisés. Alors, on sait bien, parce que on est dans la vie sociale en général, qu'il manque de façon générale des enseignants. Et donc, par nature, il manque aussi des enseignants spécialisés. Mais on a des départements en France, je pense par exemple au département du Gard, malheureusement ce n'est pas le seul, où il y a une vraie pénurie d'enseignants spécialisés. Et les AESH, les assistants d'éducation pour les personnes en situation de handicap, c'est pas leur job, c'est pas des enseignants. Ils vont pouvoir accompagner la personne, mais c'est pas leur job de leur apprendre des outils. D'autant qu'il est, en fait, vous parlez d'outils justement à l'instant. Il existe quand même pas mal d'outils qui permettent, j'imagine, aux enfants, peut-être quand ils sont assez responsables, j'imagine vers l'âge de 8-9 ans, qui permettent de pouvoir accompagner l'apprentissage et l'enseignement. Absolument, il y a des outils. Alors il y a les outils traditionnels, bien sûr, que j'ai à titre personnel connus, pour écrire et lire le braille, donc avec le poinçon et la tablette. Non, mais là, typiquement, l'outil numérique est fabuleux. Aujourd'hui, l'outil numérique est fabuleux. Il permet une vraie communication entre l'enseignant voyant et l'élève déficient visuel, ou même entre parents et enfants, parce qu'il y a aussi cette problématique, les parents voyants et l'enfant déficient visuel, ou l'inverse, l'enfant voyant et les parents déficients visuels. Donc il y a des vraies possibilités de communiquer avec le numérique. On peut aujourd'hui lire en braille
ou en gros caractère des ouvrages avec les outils numériques, avec une traduction, j'allais dire, entre guillemets, simultanée. Hein. Donc, c'est des outils qui sont absolument indispensables. La recherche pour justement les malvoyants, les aveugles, où en est-elle, pardon ? Alors, sur la recherche strictement médicale, mais j'imagine que vous faites allusion à une dimension beaucoup plus large, mais sur la recherche médicale, ça avance notamment sur les questions des thérapies géniques, entre autres. Il y a de vraies avancées dans ce domaine, et la Fédération des aveugles de France, d'ailleurs, soutient la recherche à travers des bourses de recherche, mais on est au-delà de ça, on va vers une recherche plus autour des sciences sociales, et notamment des recherches appliquées sur de grands nombres de thématiques, et on a des vraies avancées, notamment sur la pédagogie de l'éducation. Par exemple, il y a des équipes du côté de Lyon qui font un vrai travail sur ces questions. Cas pratique sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Dans l'école de mon fils, il y a un enfant malvoyant et j'ai entendu moi-même cet enfant dire à sa maman devant l'école « Je ne veux pas prendre de canne blanche car les autres enfants se moquent de moi ». Quand on entend ça et qu'on est papa, bien sûr, ça fend le cœur. De quelle manière on peut parler mieux du handicap à nos enfants pour que justement cet enfant-là puisse prendre sa canne et que ça ne pose aucun problème? Je crois qu'il y a un vrai travail de sensibilisation pour les enfants, et les enfants en général le comprennent très bien. Moi, ce que j'entends dans ce discours-là, c'est plutôt soit la méconnaissance, soit après, les enfants sont féroces entre eux. Alors ils peuvent se moquer parce que une personne a une tache sur son pull, ils se moquent de la même façon parce que l'enfant a une canne blanche. Mais typiquement, les cours d'empathie peuvent peut-être amener à une meilleure compréhension, une intégration des personnes en situation de handicap. Oui, à la fois les cours d'empathie et à la fois l'idée de vraiment parler du handicap en général, du handicap visuel en particulier. Et quand moi, ça m'est arrivé quelquefois de faire des classes de sensibilisation avec des enfants. Alors, l'adulte que je suis, c'est sûrement plus facile. Les enfants, ils posent des questions vraiment auxquelles même moi, je m'attendais pas. Et ils sont toujours dans le test. Ils veulent vérifier. C'est des fois un peu dur parce que mais ils veulent vérifier que la personne elle est vraiment aveugle, c'est qu'elle est aveugle, c'est pour de vrai, c'est pas pour de faux. Et donc il faut vraiment les accompagner, leur parler facilement du handicap. Moi, quand un enfant me parle de la canne blanche, très clairement, je lui mets dans la main et je lui dis comment on s'en sert. Mais ça, c'est parce que je suis adulte. Et il y a tout un travail à faire autour de ça. Et surtout pour les adultes, à mon avis. Aussi. Je pense aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Bruno Gendron. Merci mille fois. Vous êtes président de la Fédération des aveugles de France. Merci à vous. Merci. On va retrouver Loïc, il est déjà là sur notre plateau. Et oui. Parce que c'est l'heure de votre chronique, cher Loïc. Loïc, un appel à la grève a été lancé pour demain et parmi les revendications, le personnel éducatif demande une meilleure rémunération. Ça vous a donné l'idée de revenir sur l'histoire justement du salaire des profs. Avec déjà un constat qui a de quoi inquiéter. Depuis 1980, écoutez bien, la rémunération des enseignants a baissé de 15%, là où le SMIC a augmenté, lui, de 66%. Et c'est important de mettre les deux en parallèle, puisque le salaire du personnel éducatif a longtemps été indexé sur le SMIC et sur l'inflation. Et on voit bien que le décalage est saisissant, moins 15%, plus 66%. Donc on va essayer de comprendre tout ça en revenant au 19e siècle. Alors oui, direction 1833 très précisément, lorsque la loi Guizot installe une école primaire par commune. C'est une période, clairement, où être instituteur, c'était vraiment une vocation. Je veux dire encore plus que maintenant. À l'époque, écoutez, un prof gagnait entre 200 et 400 francs par an. Et il y avait, en plus donc de ce salaire-là, une rétribution de la part des parents qui donnait entre 1 et 5 francs pour chaque enfant scolarisé en fonction de ce qu'ils apprenaient. Donc si c'était lire seulement, c'était 1 franc. Si c'était lire ou écrire, c'était un petit peu plus. Si c'était lire, écrire et compter, encore un petit peu plus. Mais il y avait plusieurs problèmes. D'abord, à l'époque, c'est les communes qui sont chargées par l'État de rémunérer les enseignants. Et certaines communes n'avaient pas d'argent, tout simplement. Donc elles donnaient ce qu'elles pouvaient. Ensuite, les parents, donc, dans cette rétribution qu'ils donnaient pour leurs enfants, c'était le strict minimum, puisque eux aussi, la plupart étaient quand même assez pauvres. Et en plus, le chauffage était
à la charge de l'enseignant, qui devait donc lui-même aller chercher le bois pour faire le feu, et en plus de ça, il devait trouver lui-même le matériel scolaire. Donc voilà, tout au long du 19e siècle, il n'est pas rare que les profs doivent cumuler plusieurs emplois pour vivre décemment. Alors il y en a qui étaient aussi secrétaires de mairie, il y en a qui étaient chantres à l'église, il y en a qui remontaient les horloges, il y en a qui étaient buralistes, voire fossoyeurs. Voilà, mais c'était comme ça, c'était la vie de prof au 19e. Et ça a évolué à peu près en 1850, c'est ça? Oui, avec la loi Fallou qui fixe à 600 francs le salaire minimum des enseignants et qui interdit par la même occasion toute autre activité commerciale ou industrielle. Même si dans les faits, évidemment, les profs continuent de donner des coups de main ici ou là dans les communes pour arrondir leur fin de mois, là où certains peuvent prendre dans leur classe 30, 40, 60 élèves parfois. J'ai retrouvé des témoignages de l'époque où effectivement des profs disaient « moi j'ai 60 élèves dans ma classe » pour accumuler ces fameuses petites sommes que les parents leur donnaient. Donc c'est pour ça que la loi Jules Ferry de 1881, qui rend l'école publique obligatoire et laïque, supprime définitivement cette rétribution qui est justement liée au nombre d'élèves. Et c'est en 1889 que les émoluments des enseignants sont mis à la charge du trésor public et non plus des communes. Et alors au XXe siècle, les salaires commencent à augmenter doucement, mais sûrement, mais doucement quand même. Mais doucement, en fait, déjà parce que la monnaie elle-même change, la valeur de la monnaie évolue, mais ce salaire est très inégal selon le degré dans lequel on est. Écoutez bien, 1920, quand on est instituteur ou professeur de collège, on gagne entre 6 000 et 11 000 francs par mois, là où un professeur de lycée est payé entre 9 000 et 14 000 francs. Ah oui, mais quand même, on a fait un vrai bond, parce qu'entre les 600 francs et le 1002, c'est quand même pas la même chose. Oui, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est pas énorme, mais bon. Donc ça évolue, et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux syndicats, en fait, dont la voix porte de plus en plus et qui arrivent à établir des salaires décents aux enseignants, pour l'époque, bien évidemment. Mais comme je vous le disais en début de chronique, c'est au début des années 80, à cause de la désindexation, qu'on va avoir ce gap, en fait, dans le salaire des enseignants et qu'on va avoir la situation qu'on connaît aujourd'hui. En gros, avant 1983, quand le coût de la vie augmentait, comme c'est le cas aujourd'hui, l'inflation, les salaires augmentaient proportionnellement. Sauf qu'après 1983, eh bien, ce n'est plus le cas. Le point d'indice n'est plus revalorisé et on décide en fait de donner des primes aux enseignants pour combler le petit trou qu'il y a, ce déficit. Mais les primes, évidemment, ne suffisent pas puisque le coût de la vie explose de plus en plus à partir des années 80. Et depuis, en fait, le salaire des fonctionnaires de l'éducation nationale n'a jamais rattraper le coût de la vie. Jamais. Oui, c'est ça. Et d'autant que nos enseignants sont aujourd'hui parmi les moins bien payés en Europe. Oui, et ce, malgré les augmentations et les primes qui ont été mises en place là, en septembre 2023. On en a parlé beaucoup ici même. Sachez également qu'en France, il faut 35 ans d'expérience pour passer du salaire de départ au salaire le plus élevé, alors qu'il faut seulement 26 ans pour atteindre ce salaire le plus élevé dans les autres pays de l'OCDE. Donc on est bien loin du compte. Mais heureusement, on gagne un peu plus que 200 francs par an. Oui, sauf qu'en plus, ces primes ne sont pas comptées pour les retraites. Eh ben non. Et voilà. Donc, un vrai sujet. Merci beaucoup. Merci Loïc pour cet éclairage toujours passionnant. Tout de suite, je vous laisse retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Salia Aïtamou. Bonjour Salia. Bonjour Malika. Alors, tu es une artiste au sens large du terme. Auteur, humoriste, chorégraphe, poète. Bon, toi, tu te définis comment ? En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pris un chemin entre l'écriture et la scène. C'est-à-dire voilà. Donc, je continue d'écrire des projets. Donc, j'écris de l'humour, j'écris des scénarios. J'ai fait beaucoup de réécriture dans les textes que les gens vont vouloir publier, par exemple, sur les réseaux. Je vais faire des dossiers de presse aussi. Ouais. Et sinon, j'ai commencé à monter sur scène et j'écris mes propres spectacles. Tu as commencé quand à monter sur scène ? Fin de l'été. Ok. Et là, on pourrait te retrouver où ? Je joue à Nantes. Pour l'instant, je joue à Nantes, ouais. Où ça ? Le Micro Comedy Club. Et là, je vais commencer à jouer au Smile Comedy Club. C'est tous les combien ? C'est quoi la fréquence ? On va dire que je vais 2 fois par mois. D'accord, ok. Pour l'instant. On va faire un petit flashback. On va retourner à ton enfance. Déjà, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à La Roche-sur-Yon. C'est pour ça que tu joues à Nantes ? Alors, pas très loin. Oui. J'ai quand même un peu voyagé. Je suis partie à Bordeaux à 18 ans.
Oui. Donc j'ai grandi à La Roche-sur-Yon. Et puis à 18 ans, je suis partie sur Bordeaux. Je suis restée 15 années sur Bordeaux. D'accord. Voilà. Ton enfance en Vendée, ça se passe comment? Ah, c'était dur. Hein. Pourquoi? La Roche-sur-Yon, on va dire que c'était la campagne à l'époque. Hein. C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et du coup, les copains-copines, c'était toujours assez difficile. Jamais trop à ma place. Pourquoi jamais trop à ta place? Je suis quelqu'un quand même d'assez atypique, hein, donc... Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, c'est peut-être plus un ressenti à la base d'enfance que peut-être la réalité à la base. Mais je me suis toujours sentie en décalage, en fait. En décalage dans ta personnalité, dans ton identité? Dans ma personnalité et à l'école. C'est-à-dire, concrètement, par exemple, un petit exemple. Un petit exemple, un truc vraiment hyper important, par exemple, le professeur, il va expliquer à toute la classe un cours. Moi, en fait, quand je vais rentrer chez moi, j'aurais pas compris comment il l'a expliqué. Je vais devoir tout le temps... En fait, à chaque fois, je me suis retrouvée à devoir... T'étais pas concentrée, peut-être? Si, complètement. Complètement. En fait, j'étais concentrée, je m'intéressais à ce que le professeur disait, j'ai toujours adoré l'école. Et quand la fin du cours sonnait, j'allais voir le professeur et je lui demandais de réexpliquer. Et non. Ouais. Et comment ça a été? T'as pas vu des médecins, des accompagnateurs? Non. 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 Comment on expliquait ça? Au départ, on disait doit persévérer, a fourni des efforts. Enfin, ça, c'est un peu mes bulletins. Ouais. Bon, il fallait que j'arrête de bavarder et de faire rire la classe, mais... t'avais déjà ce petit côté? Ouais, j'avais déjà ce côté-là. Est-ce que tu avais des frères et sœurs à la maison? Oui. Vous étiez combien? Oui, j'ai 4 frères et une sœur. Ah oui, quand même. Ouais. Toi, tu te situes où dans tout ça? Je suis l'avant-dernière. Donc, plutôt bien. Plutôt pas mal. Les grands frères protecteurs? Ouais. Des grands frères protecteurs. Après, on a grandi un peu par clan chez nous. C'est 3 grands, donc 2 garçons et une fille. Et après, il y a 2 garçons et une fille. En fait, la fille, elle est toujours au milieu, quoi. Donc du coup, les grands ont grandi, ils sont un peu partis, etc. Puis moi, je me suis retrouvée avec mon frère qui est au-dessus de moi et le petit en dessous. Et c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Je serai toujours en compagnie de Salia Aïtamou. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. À la lecture de votre tribune que vous avez publiée très récemment dans Les Échos, vous critiquez quelque part l'efficacité des EdTech. Pour vous, justement, dans cette tribune, cet apprentissage absolument essentiel pour les enfants, ça n'est pas forcément la priorité des EdTech, cette efficacité. Pour être honnête, pas exactement. C'est-à-dire que l'objectif de la tribune était de relayer un sentiment qui est que je suis convaincu de l'usage et de leur intérêt, mais pas forcément de toutes les solutions et tout le temps. Et en fait, le but de la tribune était plus de faire un appel à plus de collaboration entre les entreprises EdTech d'un côté et leurs clients de l'autre, notamment les clients dans l'enseignement supérieur, puisque je suis moi-même dans l'enseignement supérieur, pour pouvoir développer des travaux de recherche qui vont être ensuite bénéfiques aux deux. On est en fait assez souvent démarché par des entreprises de EdTech qui, alors si pour certaines, elles font cet effort de recherche de leur côté, pour d'autres, en tout cas, n'ont pas forcément de preuves exactes de l'efficacité et de l'impact de leur solution. Et en fait, je dirais que la tribune résulte de 2 choses. D'abord, la lecture d'une étude de l'UNESCO qui avait été reprise sur le site spécialisé EdSurge, le site américain, et qui mettait en avant cette relative absence d'études indépendantes qui évaluent l'efficacité des outils EdTech. Et dans ce que je viens de dire, la notion d'études indépendantes est importante, je vais y revenir. Et puis, dans un deuxième point, c'est que la lecture de cette étude faisait écho à mon expérience d'échange avec de nombreuses entreprises qui vont souvent nous proposer de révolutionner l'expérience étudiante ou enseignante, mais sans pouvoir toutefois toujours en démontrer l'impact réel de l'efficacité de leurs solutions. Et c'est pour cela en fait que j'avais rédigé cette tribune. Je parlais des études indépendantes. Le plus souvent, les entreprises vont avoir des équipes de recherche qui vont mener elles-mêmes leurs propres études, mais ce sont des études qui peuvent être biaisées sur un plan méthodologique et
pas de façon volontaire. Attention, j'insiste bien là-dessus, je ne dis absolument pas que ces entreprises, en internalisant la recherche, souhaitent tromper leurs clients, absolument pas. Mais c'est juste qu'il peut y avoir des problèmes méthodologiques. Et je me suis dit que, étant donné la quantité de chercheurs et de très bons chercheurs que l'on peut avoir en France et la quantité de chercheurs avec lesquels ils peuvent être amenés à travailler dans le cadre des relations partenariales qu'ils développent en proposant leurs solutions, eh bien, il y avait là quand même un gisement assez intéressant et assez important de recherche potentielle qui pourrait bénéficier à tous, donner lieu également à des publications complémentaires qui permettraient de valoriser à la fois le travail fait par ces entreprises de la tech, car Dieu sait s'il y a un travail énorme qui est réalisé, et puis le travail qui est fait dans l'enseignement supérieur et la recherche sur ces thématiques. On parle bien évidemment depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois chez vous, de cette expérimentation. Vous êtes porté très rapidement candidat pour tester l'uniforme à l'école et en ce moment, il y a une consultation. Tout se fait en mode coéducation, si je puis dire, chez vous. Oui, bonjour à tous. Déjà, effectivement, la ville de Florange s'est associée, en tout cas par ma voix, s'est associée extrêmement rapidement à la dynamique du ministère à l'époque de Gabriel Attal. On a répondu par un courrier à Gabriel Attal 2 jours après la demande et la discussion avec les maires de France qui avaient la volonté de pouvoir tester l'uniforme. Depuis, on est en discussion avec le ministère et on a fait un choix. Alors, je dirais pas de coéducation, mais en tout cas de consentement, parce qu'effectivement, on parle pas seulement, j'allais dire avec l'uniforme, d'une vision autoritaire d'imposer l'uniforme par en haut. Et on a bien vu dans les premières discussions, dans les premières concertations, que ça serait un calvaire d'organisation et de mise en œuvre s'il n'y avait pas le consentement à minima des parents. Parce qu'effectivement, derrière, les parents vont devoir faire respecter la mise en place de cet uniforme, de cette tenue unique. Les professeurs vont devoir gérer le règlement intérieur qui appliquerait cette tenue unique. Et effectivement, dans la discussion, la démocratie locale nous semblait le meilleur moyen d'entraîner tout le monde. Donc, on a lancé une consultation qui se déroule depuis lundi. Donc, les parents ont jusqu'à vendredi midi, et on aura le résultat du dépouillement, effectivement, à 13h, 13h30, pour pouvoir savoir combien d'écoles à Florange vont pouvoir appliquer cette tenue unique. On se met en couple parce qu'on s'aime et on se sépare quand le couple ne donne plus suffisamment satisfaction. L'arrivée d'un enfant est très anticipée, très voulue. On en parle en ce moment parce que les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard. Dans le livre, je parle de 29 ans. Maintenant, on sait c'est plutôt 30. Et on fait peu d'enfants. Et on investit énormément cet enfant, ce qui fait qu'il est tellement au centre de la problématique que quand on se sépare, c'est source de conflit. C'est ça. Mais avant qu'il arrive, on pense beaucoup effectivement à son arrivée. Il est attendu, voulu. Tout ça, en plus, ça fait quelques années que c'est possible pour les femmes, d'ailleurs. Mais l'effet que ça aura sur le couple est moins souvent discuté. Le fait de se dire, attends, ça va changer des choses. Ça change complètement, ne serait-ce que pour des raisons d'organisation de vie pratique. Un enfant, un bébé pleure la nuit, il faut s'occuper des couches, des biberons, de l'organisation, ça bouleverse votre organisation de vie. Et c'est vrai que globalement les femmes s'y attendent et que beaucoup d'hommes, beaucoup de pères n'anticipent pas et sont assez désarçonnés, même s'ils participent un peu plus lorsque un enfant est présent. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. 3 box maintenant, donc la Freebox 247, Box Orange 217 et Bouygues Télécom nouvellement, c'est la canal 124. Merci à toute l'équipe de School TV, en priorité à notre chroniqueur cher et tendre, Loïc Landreau. Merci 1000 fois. On salue vos parents qui regardent maintenant grâce à la Bouygues, la Box Bouygues. Merci beaucoup. Évidemment, à la réalisation, c'est Théo Boscar, le son, c'est Thibaut Goury-Lafont, maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Ma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.